Bonjour et bienvenue dans Psyché en clair, le podcast qui décortique les concepts psychologiques qui façonnent nos relations. Je suis docteur Chloé Dubois, thérapeute de couple. Et je suis docteur Marc Lavoie, chercheur en psychologie sociale. Aujourd'hui, Chloé, on s'attaque à un véritable géant de la pop psychologie, les 5 langages de l'amour. Un géant en effet. Alors pour nos auditeurs, rappelons peut-être rapidement le concept de Gary Chapman. Il existerait 5 façons principales de donner et de recevoir l'amour. On a donc les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et, bien sûr, le toucher physique. Oui. L'idée de base, c'est que nous avons tous une préférence, un langage maternel, et que pour se sentir aimé, il faut que notre partenaire nous parle dans ce langage précis. Et c'est un outil incroyablement populaire, c'est fou. Oui. En tant que chercheur, je suis fasciné par ce décalage entre sa popularité et ce que les données scientifiques nous disent réellement. D'accord. Récemment, des études ont vraiment passé au crible les fondements de cette théorie. Par exemple, cette idée qu'on aurait un seul langage primaire. Oui, c'est un point crucial. En consultation, je vois bien que les gens ont des préférences, bien sûr. Mais que dit la recherche, Marc? Est-ce qu'on est vraiment si unilingue en amour? Eh bien, pas vraiment. Quand on ne force pas les gens à choisir, comme dans les quiz en ligne, mais qu'on leur demande d'évaluer l'importance de chaque langage sur une échelle, surprise, tous les 5 obtiennent des scores très très élevés. Ah oui, on aime tous recevoir des compliments et passer du temps de qualité. En fait, l'idée d'une seule langue dominante est une vraie simplification. C'est une nuance importante, ça. Le modèle serait donc moins une typologie rigide qu'une sorte de palette de couleurs qu'on apprécie toutes, C'est ça. avec peut-être 1 ou 2 teintes favorites. C'est ça. Mais alors, qu'en est-il de l'argument principal? Si je fais l'effort de parler le langage préféré de mon partenaire, est-ce que ça améliore vraiment notre satisfaction? Ah, c'est la question à $1 million. Alors, certaines études, comme une publiée dans la revue PMC de NIH, montrent bien une corrélation. Quand les partenaires sentent que leurs besoins spécifiques sont comblés, leur satisfaction relationnelle et sexuelle augmente. Ça, c'est clair. D'accord, donc le modèle a une certaine validité pratique. Oui, Identifier et répondre à la préférence de l'autre, ça marche. ça marche, mais peut-être pas pour la raison qu'on croit. Ah? D'autres recherches, comme une grande revue critique dans le journal Sage, suggèrent que l'effet matching, tu sais, l'adéquation parfaite des langages, est en fait très faible. Waouh! Ce qui compte vraiment, c'est l'effort perçu. Le fait que ton partenaire essaie de te montrer son amour de quelque manière que ce soit. C'est ça qui renforce le lien. Donc ce n'est pas tant la précision du langage que l'intention et l'attention derrière l'acte en fait. Exactement. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la métaphore que ces chercheurs proposent en alternative, celle d'un régime relationnel équilibré. Exactement. Plutôt que de chercher l'unique super aliment de ton partenaire, il s'agirait de lui offrir une alimentation émotionnelle variée et nutritive. Oui. Un peu de tout. Ça semble plus sain et surtout beaucoup plus réaliste, non? Totalement. Et ça nous amène à une question plus profonde. Si ces préférences ne sont pas des catégories fixes, d'où est-ce qu'elles viennent? Pourquoi est-ce que moi, je me sens particulièrement touché par un service rendu alors que mon partenaire, lui, a besoin d'entendre « je t'aime tous les jours » Ah, c'est là que la théorie de l'attachement offre un éclairage fascinant, d'accord? Nos langages peuvent être vus comme l'expression de nos besoins d'attachement fondamentaux qui ont été forgés dans notre histoire. Une personne avec un style d'attachement anxieux, par exemple, qui a une peur sous-jacente de l'abandon, va tout naturellement rechercher la réassurance constante des paroles valorisantes et des moments de qualité. C'est une façon de calmer son système nerveux en quelque sorte. Et à l'inverse, une personne au style évitant, Oui. aussi style contrôlant, Elle pourrait justement privilégier les services rendus. Réparer quelque chose, gérer une tâche administrative. C'est une façon très concrète et puissante de dire « je prends soin de toi », d'accord. tout en maintenant une certaine distance émotionnelle qui, pour elle, est sécurisante. Oui. L'amour est dans l'action, pas forcément dans les mots ou le contact physique intense. Vu sous cet angle, c'est vrai, le concept des langages de l'amour, même imparfait, devient un formidable outil de diagnostic en fait. C'est ça. Il ne s'agit plus juste de coller une étiquette, mais de se demander, ok, quel besoin plus profond se cache derrière ce langage que mon partenaire ou moi-même privilégiant? Précisément, le risque, c'est de s'arrêter à la surface, de dire « bon, c'est comme ça, je suis acte de service ». La vraie intimité, c'est d'utiliser cette information comme un point de départ pour une conversation de vulnérabilité, de sécurité, des besoins émotionnels profonds. Oui. Le langage de l'amour, ce n'est pas la destination,
c'est la première étape du voyage. C'est une conclusion parfaite. Le but, ce n'est pas de devenir un traducteur expert. Non. Il s'agit de se rendre curieux du monde intérieur de son partenaire. Et maintenant, une petite question sur laquelle on aimerait vous laisser réfléchir. Mm. Au lieu de vous demander quel est le langage de l'amour de mon partenaire, essayez de vous poser la question différemment. De quoi mon partenaire a-t-il vraiment besoin pour se sentir en sécurité, vu et apprécié dans notre relation aujourd'hui? C'est une excellente question. La réponse pourrait être bien plus nuancée et plus riche que ce qu'un simple quiz peut vous dire.